Hello tout le monde, c'est Anto. J'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sky Chaperon. Comment tu vas, Sky? Ça va bien, Tony, ça va, merci. Et toi? Ouais, ça va super. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale parce que Star Wars Unlimited, comme vous le savez, va bientôt fêter ses 1 an. Et donc, on a décidé avec Sky de faire une petite rétrospective de cette première année, de ces 3 premiers sets, en vous présentant aujourd'hui pour chaque set toutes les mécaniques qui ont été apportées, ainsi que les meilleures cartes classées, comme vous allez le voir, par trait, mais également par rareté. Donc, ça va permettre justement aux joueurs qui n'ont pas forcément déjà toutes ces cartes de se cibler justement sur les cartes qu'il faudrait éventuellement acheter dans leur trait, dans leur attribut pardon préféré. Hmm. Ouais, ça marche. Euh, On y va tout de suite Ouais, après le générique. ouais, exactement. C'est ce que j'allais te proposer. Allez, Ça marche. À tout de let's go. suite. Ok, on va commencer par le premier set, du coup, avec les premières mécaniques et mots-clés qui ont été apportés par le set 1. Ici, forcément, c'est très nombreux parce que toutes les bases du jeu sont là, finalement. On Hmm. va évidemment pas vous réexpliquer toutes les règles du jeu, vous les connaissez, en tout cas pour la plupart des viewers. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que le premier set a déjà apporté les bases rares, qui, d'ailleurs, Hmm. pour la petite anecdote, il me semble, n'étaient pas prévues pour le premier set, Ouais, initialement. ce qu'ils avaient annoncé, ils pensaient pas le mettre dès le premier set et ils sont ravisés en les proposant. Et c'est pour ça que le set 2 n'a aucune base rare, d'ailleurs. Ce sont Hmm. toutes des bases à 30 points de vie. Bien évidemment, il y a eu l'ajout des jetons expérience, plus 1 de puissance, plus 1 point de vie, des jetons bouclier et du mot-clé protégé qui donc apporte un bouclier à une unité qui arrive directement au jeu. Mhm. Les sentinelles, les embuscades, le mot-clé aplomb, Hmm. la récupération pour se soigner de sa base, des points de dégâts sur sa base, raid pour taper un petit peu plus fort quand vous attaquez, saboteur pour ignorer les sentinelles et détruire les boucliers, et enfin débordement pour infliger des dégâts à la base, en plus de tuer éventuellement une unité Hmm. adverse. Est-ce que tu Tout as à un petit fait. truc à ajouter sur ces mécaniques? Simplement que ouais, donc on a 8 mécaniques qui arrivent dès le set 1. Alors c'était pas prévu qu'il y en ait autant. Il me semble que Aplomb était plutôt prévu pour le set 2 à la base et ils ont décidé Tu d'en mettre m'apprends. un petit peu en set 1. Ça restait des mécaniques entre guillemets assez simples. Il y avait Sentinelle et Embuscade qui étaient, on va dire, les mécaniques les plus compliquées à mettre en œuvre pour bien comprendre les timings et les restrictions que ça impliquait. Mais ça se passait plutôt pas mal. Hein. On n'a pas eu beaucoup de questions sur ces mots-clés là, hormis au tout début, parce que les règles d'avant-première explicitaient pas exactement les mots-clés comme Ouais, les règles finales l'ont fait. effectivement. Mais ça s'est plutôt bien passé parce que tout le monde apprenait le jeu à ce moment-là, on y allait tout doucement quoi. Tout à fait, ouais. Ouais. Et vous allez voir, les prochains sets ont ajouté quelques mécaniques, quelques mots-clés, mais beaucoup moins Mm. en réalité que Ouais, le set 1. ouais, Alors, on peut passer ouais. peut-être aux cartes du coup. Alors, donc comme on vous l'a dit en début de vidéo, ça va être classé par trait, enfin par affinité et par rareté, donc par couleur et par rareté. Évidemment, il y a énormément de cartes qu'on aimerait vous dévoiler. Il y a beaucoup de cartes qui ont été jouées, surtout dans le set 1. C'est forcément la base de tout le jeu et donc beaucoup de cartes ont été jouées depuis le Mm. début jusqu'à encore aujourd'hui. Mais on a décidé avec Sky, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, de vous présenter à chaque fois une petite sélection de cartes qu'on a mis en surbrillance pour faciliter à la fois pour nous lors de la présentation mais aussi pour vous. Mais malgré tout, vous pouvez voir un patchwork de cartes qui sont encore jouées aujourd'hui pour la plupart et que vous pouvez vous procurer si vous débutez dans le jeu justement. Mm. Et je vais commencer tout de suite par le petit Yoda, qui est une carte vigilance héroïsme extrêmement forte et extrêmement jouée depuis le premier set. Parce que pour 3, un coup de 3 seulement, elle a des bonnes statistiques, hein, 2, 4, c'est Mm. assez intéressant, mais surtout lorsqu'elle attaque, elle a récupération 2, donc elle vous permet de vous soigner régulièrement de votre base. Elle a le petit intérêt de, une fois éliminée, de vous donner la possibilité de piocher une carte, donc ça donne un peu de card advantage, pardon. Et surtout, elle est énormément utilisée parce qu'elle a le trait force, et donc ça fonctionne dans beaucoup de decks qui jouent justement autour de cette mécanique, notamment avec la carte force throw, mais on y reviendra tout à l'heure. Mm. Ce que je pourrais rajouter sur Yoda, c'est que c'est une unité qu'on a du mal quand on est l'adversaire
à s'en dépatouiller, parce qu'on va souvent consommer une carte pour le détruire, et donc du coup on va perdre des ressources et une carte pour détruire une carte qui va nous faire piocher l'adversaire, quoi. Donc Ouais, grâce à ces 4 points de vie. ouais. Ouais. Donc c'est quand même assez enquiquinant de gérer une unité qui va pas forcément nous donner beaucoup d'avantages par la suite. Mais la récupération d'eux, etc., peut être quand même intéressant à éviter sur la longueur. Ouais. Moi, je Shilson. vais vous parler du lieutenant Shilson, donc unité en infamie cette fois. C'est une de 2 de base, mais qui peut monter jusqu'à 6-6, puisque quand on le joue, on peut révéler jusqu'à 4 cartes de sa main, et pour chaque carte vigilance qu'on révèle ainsi, il gagne +1/+1, et qui a sentinelle. Donc pour 4, on peut avoir une 6-6 sentinelle, donc au tour 3, ce qui est très très enquiquinant pour les adversaires qui vont avoir beaucoup de mal à gérer, parce qu'on a très peu de chances d'avoir une réponse immédiate à ce lieutenant, à part renvoi en main ou alors un gros boost d'attaque pour s'en débarrasser immédiatement, mais on va y perdre des plumes. Exactement. C'est une unité qu'on a vu principalement jouer dans des decks mono bleu. On avait Hayden bleu qui était joué dans des decks à très haute dominante bleue, hein. On peut imaginer même une Hayden rouge qui jouerait que très peu de cartes rouges. Jouer cette carte-là. Ça marche aussi même si on n'en révèle que 3 cartes. Ça nécessite quand même de garder des cartes en main pour que ça soit vraiment impactant en début de partie. Donc on va éviter de consommer trop de cartes en début de partie pour en avoir suffisamment au moment où on va le déployer. Mais voilà, ça reste une sentinelle qui est compliquée à gérer pour certains match-up et qu'on continue à avoir de ci de là dans les decks encore aujourd'hui. Donc on voulait la mettre en avant. Très souvent d'ailleurs, surtout lors de la saison 1, les decks qui la jouaient ne jouaient tout simplement pas de premier tour en fait. Ça leur permettait d'avoir un peu plus de cartes en main et puis de jouer du removal à partir du 2e tour. C'est ça. Maintenant dont on va parler maintenant d'ailleurs. Oui, bah exactement, ouais, avec les événements. Donc on a pouvoir du côté obscur, donc pour 3 on peut se faire sacrifier une unité à l'adversaire. Donc souvent on va tenter de jouer ça en tout début de partie pour qu'il sacrifie son tour 1, typiquement. Ou en fin de partie, quand on a bien géré le board et qu'il sort qu'une unité par une unité, on va pouvoir gérer une grosse unité avec un petit événement qui coûte 3. On n'a pas fait beaucoup mieux depuis pour gérer ça force en fait l'adversaire à changer de stratégie, à essayer de spammer le board avec plusieurs unités pour éviter justement ce pouvoir du côté obscur. Une carte qui reste dans la méta et qui va le rester encore un petit moment. Notamment parce que c'est un des rares removals qui peut tuer un leader directement. Il y en a très peu, et celui-là le permet. Ouais. Ensuite, on va vous parler de mettre au tapis. Je crois que c'est une des meilleures cartes vigilantes du jeu à ce jour, parce que elle va pouvoir aller chercher énormément d'unités déjà dès qu'elles arrivent sur le terrain. Donc vous pouvez éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins. Beaucoup d'unités jusqu'à 4 ressources, voire parfois même plus, ont moins de 5 points de vie, donc ça vous permet de les tuer rapidement. Et ça fonctionne sur des leaders dont vous avez déjà un peu baissé les points de vie, ou sur une Sabine par exemple. Vous pouvez la tuer automatiquement, le tour elle sort. C'est très très fort. Ouais, même sur des grosses unités, souvent les unités avec embuscade, hein, comme Maul ou Vador, qui vont venir vous gérer une unité, mais qui auront moins de 5 points de vie, et que vous pourrez gérer avec ce mettre au tapis à moindre coût. Dans les rares, en vigilance, alors on va commencer avec Obi-Wan Kenobi. Pour 6 en héroïsme, on a une 4-6 sentinelle qui, une fois éliminée, va pouvoir donner 2 jetons expérience et potentiellement faire piocher si l'unité qu'on a choisie pour ces jetons expérience est force. C'est une des meilleures sentinelles qu'on avait à ce moment-là, qui avait un double avantage, c'est d'avoir que 4 de puissance et 6 points de vie, donc il était insensible au mettre au tapis. Justement, la carte dont on vient juste de parler, et les 4 de puissance pour un des événements du set 2, c'était intéressant aussi. Ça reste comme un peu Shilson, une unité sentinelle compliquée à déloger facilement, et qui en plus a un petit bonus quand on arrive quand on l'élimine pour l'adversaire, donc compliqué à gérer. Donc une bonne unité qui était pas mal jouée dans le set 1. En plus d'avoir le trait force, on en a parlé tout à l'heure, c'est un trait qui est souvent recherché pour certains decks justement. Moi je voulais vous parler du gouverneur régional, qui est une carte qui a quand même pas mal été jouée lors du set 1. J'ai l'impression qu'elle était un peu oubliée au set 2 et revient un peu en force actuellement, notamment dans les decks Anakin. Donc c'est une 1-4 pour 2, mais son énorme force,
c'est lorsque vous la jouez, vous pouvez nommer une carte et votre adversaire se retrouve dans l'incapacité la plus totale de jouer la carte que vous avez nommée tant que le gouverneur régional reste sur le terrain. Et en plus, avec ces 4 points de vie, très souvent le gouverneur va survivre aux assauts des premières unités de début de partie. Donc c'est vraiment une très très bonne carte, mais par contre qui nécessite de très bien connaître le jeu, de très bien connaître la méta et les cartes que votre adversaire vont jouer, ou éventuellement de le mettre en side deck et après avoir fait déjà une manche de le sortir pour pouvoir anticiper les plays justement de votre adversaire. Ouais, c'est pas facile à maîtriser, mais quand on la maîtrise, par contre, c'est puissant. Ouais, très. Alors maintenant, on part sur les légendaires. Les légendaires du 7-1, effectivement. Alors là, on vous en a mis 4 et je tenais vraiment à ce qu'on aborde les 4 parce que les 4 sont extrêmement fortes. Les 4 sont toujours jouées aujourd'hui. Ça fait, je pense, partie des meilleures cartes du jeu à ce jour, ces 4-là. Très honnêtement, je pèse mes mots. Je vais commencer par vous parler des 2 unités, puis Sky vous parlera des 2 événements. Donc tout d'abord, Luke Skywalker. On le présente plus, hein, c'est une carte qui est dans tous les decks vigilance, héroïsme, absolument tous. Des statistiques incroyables, une récupération de 3, donc en fin de game, justement, vous allez pouvoir très régulièrement vous soigner avec Luke et justement empêcher votre adversaire de conclure la partie. Mais surtout, lorsqu'il est joué, vous pouvez donner -3/-3 à une unité de votre adversaire et potentiellement la détruire. Et si en plus vous avez déjà perdu une de vos unités ce tour-là, vous donnez -6/-6 à n'importe laquelle de ces unités, même un leader. Donc ça va faire à la fois, vous allez avoir une unité extrêmement forte sur le terrain qui va vous soigner, qui va être un excellent removal. Enfin, on n'a pas fait beaucoup de meilleures cartes à ce jour, justement. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, mais t'as dit l'essentiel. Hein, et ça va dans la curve avec Obi-Wan et avec toutes les unités force vigilance qu'on connaît. Donc c'est excellent pour ça aussi. Exactement. Et ensuite Avenger, qui est peut-être la meilleure unité vigilance infamie cette fois-ci. Donc c'est une unité, lorsque vous allez la jouer et quand vous allez attaquer avec, votre adversaire va être obligé de détruire une de ces unités. Ça ne peut pas être un leader, par contre, contrairement à pouvoir du côté obscur, mais vu que vous êtes déjà très tard dans la partie, souvent le leader adverse sera déjà tombé. Alors c'est pas toujours le cas, mais ça arrive régulièrement. Donc voilà, très 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 bonne carte infamie. Ouais, tout à fait. Et on peut rebondir du coup avec le tir de super laser qui est souvent la carte qu'on va jouer juste avant l'Avenger. Qui permet d'éliminer toutes les unités, c'est très simple. Alors c'est une carte infamie, donc ça manque côté héroïsme, mais quand on joue un deck vigilance infamie, c'est souvent notre petit bouton reset pour remettre les compteurs à 0 et on repart sur des bonnes bases avec rien sur le bas. Et un Avenger au tour suivant qui va du coup détruire l'unité que votre adversaire aura joué derrière. Exactement. Donc c'est une carte de destruction totale. Qui a pas encore son équivalent pour le moment, donc elle est encore très très jeune. Exactement. Et on termine avec Vigilance, qui est la carte signature de cette affinité là, avec donc pour 4 en double affinité Vigilance, 4 options possibles, on en choisit 2, soit défausser 6 cartes du deck pour meuler le deck adverse, soit soigner 5 points de sa base, souvent d'une base mais c'est souvent la sienne, soit éliminer une unité dont les PV restants sont de 3 ou moins, ou donner un jeton bouclier à une unité. Donc très versatile, hein, on peut se protéger, on peut se soigner, on peut éliminer et on peut meuler l'adversaire pour un plan de jeu un peu plus late game. Sachant que voilà, c'est une des possibilités de gagner, c'est quand l'adversaire n'a plus de deck, il prend des dégâts sur la base, donc c'est aussi un moyen de faire des dégâts entre guillemets. Donc, je pense même qu'on pourrait dire que c'est mon opinion, que c'est la meilleure carte double affinité du jeu, je pense, parce que c'est une carte qu'on voit même dans des decks qui ne sont pas double affinité, celle-ci, contrairement aux autres pour lesquels c'est très rare. Ouais. C'est comme c'est une carte qui vise plutôt la fin de partie, enfin une partie avancée, on peut payer 2 ressources de plus, donc la payer à 6 et pas 4 pour faire ses effets, contrairement à Rusé qui serait la deuxième meilleure carte signature qu'on connaît. Mais bon, elle fait énormément de choses. Il faut par contre savoir la jouer. Hein, faut pas la jouer n'importe comment. Le jeton bouclier, typiquement, c'est pas une option qu'on choisit très souvent, mais par moment, ça peut aider. On continue sur commandement. Ouais. Donc ici, donc commandement, hein, une affinité qui joue beaucoup sur les unités, donc on va retrouver énormément d'unités, c'est normal. L'infanterie de marine, donc pour 2 en héroïsme, on a une 3/3, Vanilla, rebelle et soldat qui sont quand même des bons traits.
qui montre en fait la puissance que peut avoir le commandement, puisque ces statistiques n'existent pas ailleurs. En tout cas pas sans désavantage, on va dire. Donc voilà, ça montre que le commandement, ça peut être ça. Ça peut être simplement des bonnes stats, sans forcément de pouvoir. Et c'est un peu une carte iconique de cette affinité-là. Ouais. Moi, je vais vous parler du marcheur en renfort, qui est une carte qui est jouée depuis le 7-1 et qui est toujours jouée aujourd'hui dans la majorité dans les decks plutôt commandement infamie, j'ai l'impression, mais malgré tout, elle peut être jouée dans les commandements héroïsme également. Donc c'est une carte qui à la fois vous permettre de vous soigner lorsque vous jouez cette carte et lorsqu'elle attaque. Mais éventuellement, si vous n'avez pas besoin de vous soigner, vous pouvez plutôt piocher une carte. Donc, vous avez le choix, soit vous piochez la carte, soit vous la défaussez pour vous soigner. Donc c'est une carte qui est vraiment très très utile, notamment en fin de game si vous avez déjà pris beaucoup de dégâts sur votre base. Ça peut vous permettre de revenir dans la game, notamment si vous faites une embuscade avec ce marcheur en renfort. C'est un combat très puissant parce que ça peut vous soigner potentiellement de 6 dégâts, voire de piocher 2 cartes. Donc à ce jour, c'est toujours très 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 fort et c'est très difficile de faire tomber cette unité avec ses 9 points de vie. Ouais. Ça va être vraiment compliqué de la détruire, à moins d'utiliser un événement removal, mais sinon c'est compliqué. Ouais. C'est vrai que ces 9 points de vie font qu'elle reste au moins un tour et qu'on peut utiliser son effet 2 fois. Quoi. Ouais. Alors côté toujours on est toujours sur les Koa et Nico, vas-y je te laisse débuter. Ouais. Alors on a les deux cartes sont complètement liées. On a le technicien du super laser et réapprovisionnement. Ce sont les deux meilleures cartes de rampe du jeu. Donc la rampe, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui vous permet de monter plus vite en ressources que votre adversaire. Technicien du super laser, c'est uniquement pour les decks infamie par contre, mais ça reste une des meilleures cartes de rampe. Et réapprovisionnement vient généralement la compléter justement de ces decks-là. Donc voilà, il n'y a pas plus à dire, mais les deux vont vraiment de pair, je trouve. Il y a la petite faiblesse du technicien, c'est qu'il y a plus d'options pour la gérer, parce qu'elle est un peu lente, on rampe pas immédiatement le joueur, donc on peut se le faire envoyer en main, ou l'incliner ou autre, pour éviter qu'il meure trop vite. Réapprovisionnement, c'est une rampe stricte, pour moi c'est la meilleure rampe du jeu actuellement, parce qu'elle est sans condition, faut juste que l'adversaire vous la défausse pas avant que vous la jouiez, mais c'est tout. Le tout petit avantage que le technicien a, c'est que la ressource que vous gagnez arrive redressée, donc vous pouvez l'utiliser tout de suite. Ça, c'est quand même son avantage. Ouais, ça permet du coup de retarder entre guillemets son élimination quand on a le plus besoin. Exactement. Ouais. Barrage dévastateur, donc un événement pour 5 qui permet de donner plus d'unités et de faire autant de dégâts répartis comme on le souhaite que sa puissance. C'est le meilleur removal qu'on a, enfin événement de contrôle on va dire qu'on a en commandement, qui nécessite toujours d'avoir une unité sur le terrain. C'est le gros désavantage de commandement, c'est que toutes ces gestions passent par des unités. Ouais. Donc il faut faire attention à ça, mais par contre quand on le fait, souvent on clean le board adverse de belle manière. Exactement. Parce que même je dis souvent d'ailleurs que c'est le meilleur removal du jeu à mon sens. Hein, c'est très personnel, mais pour moi c'est le meilleur removal du jeu parce que vous pouvez réellement détruire 3 voire 4 unités si vous utilisez le barrage dévastateur sur une de vos grosses unités. Ouais. Je trouve ça super fort et en plus attaquer plus fort encore derrière. Oui. Avec l'unité ciblée, enfin c'est incroyable. Il est excellent, mais il est sous condition, c'est de posséder une unité. Donc si l'adversaire joue bien, il vous contrôle toutes vos unités, vous passerez jamais votre barrage. Mais ça reste une excellente carte dont il faut se méfier chaque fois qu'on joue contre commandement infamie. Donc pour ça, on le respecte et il a tout à fait sa place. Tout à fait, ouais. Ensuite, les meilleurs rares du set 1 en commandement. Nous avons d'abord donc le renfort de Ewing. Donc lorsque vous la jouez, vous regardez parmi les 10 premières cartes de votre deck et vous pouvez jouer des unités gratuitement. Et le mot gratuitement est important pour un coût combiné de 7 ou moins. Et donc l'intérêt de ça, c'est que vous avez la possibilité totalement de jouer des unités qui coûtent 7 et qui ne sont pas dans l'affinité de votre deck. Imaginons que vous jouez un deck, j'en sais rien, héroïsme, commandement et ruse. Donc vous n'avez pas par exemple l'affinité vigilance dans votre deck, mais vous pouvez tout à fait jouer un Luc gratuitement parce que ce qu'on regarde c'est le coût qui est imprimé sur cette carte. Et donc ça permet vraiment de faire des combos très intéressants et parfois assez inattendus avec cette carte. En plus de re-remplir votre board derrière si vous voulez jouer plein de petites unités plutôt qu'en jouer une grosse. Enfin c'est vraiment une carte très très intéressante qui évidemment est un peu soumise à la chance aussi. Hein. Évidemment il y a la chance du tirage derrière, mais ça reste quand même très très fort. La recherche à 10 est quand même assez profonde. Hein. On le sait que 10 cartes c'est quand même assez important. C'est un 5e du deck. On trouve souvent de quoi jouer.
Moi, je vais parler de traître, une amélioration. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas énormément de bonnes améliorations, mais traître en est une. Donc pour 5 en commandement, ça nous permet de prendre le contrôle d'une unité qui coûte 3 ou moins, tant que l'amélioration est attachée à cette unité. Donc ça permet de faire du +1 -1, donc c'est très fort hein, dans ce genre de jeu où on cherche à affaiblir l'adversaire quand on peut lui piquer une unité et qu'en plus cette unité-là va nous permettre de détruire encore une autre de ces unités, c'est assez fort. La restriction à 3 ressources ou moins, elle se comprend, sinon ce serait vraiment excellent. Si vous pouvez prendre tout ce qu'on veut. Et c'est une amélioration qu'on voit encore assez régulièrement pour contrer les decks un petit peu trop agressifs. On peut les ralentir assez vite et qui perd un petit peu de sa superbe au fur et à mesure que la partie avance, parce qu'on aura de moins en moins de bonnes cibles pour cette carte-là. Donc elle est quand même très bien parce qu'elle peut vraiment anéantir entre guillemets les espoirs de l'adversaire quand on arrive à lui piquer son unité qu'il avait bien buffé pour nous finir. Ouais. Mais c'est effectivement, vous pouvez piquer tout à fait une unité qui a été améliorée, hein, c'est possible. Ouais. C'est ça. Donc typiquement, je pense que dans le 7-4, elle pourra toujours briller. Elle sera encore meilleure dans le 7-4, c'est sûr. Ouais. Donc non, plutôt très très bien. Ouais. On part sur les légendaires. Oui, alors on va parler de Home One et de Dark Vador. Alors c'est deux unités qui sont finalement un peu similaires sur certaines mécaniques. Home One, tout d'abord, lorsque vous la jouez, vous avez la possibilité de regarder votre défaut, c'est de jouer une unité héroïsme. Et elle va coûter 3 de moins. J'allais dire pour un coût de 3 au moins, mais c'est pas le cas. Elle coûtera 3 de moins. Donc si vous reste des ressources, vous pouvez jouer une unité plus chère que 3. Donc c'est un effet un peu similaire au Vador dont tu vas parler après, justement. En plus de ça, elle a de très bonnes stats. Elle a récupération 2 et elle offre toutes vos autres unités récupération 1. Donc ça vous permet de vous soigner énormément en fin de partie. Ça, c'est un petit bonus qu'on apprécie, surtout quand on a fait par exemple un renfort de Hobing juste avant, on a déjà mis pas mal de petites unités, donc la petite récupération 1 que chacun va récupérer, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc je pars sur Dark Vador, donc Dark Vador qu'on ne présente plus trop, hein, qui permet quand il arrive en jeu déjà de faire une embuscade et aussi de chercher parmi les 10 cartes. Donc, le 10 c'est important, hein. L'étude de son deck pour une carte, pour un nombre quelconque d'unités infamie, dont le coût total vaut 3. Et de les jouer gratuitement. Donc pareil, on peut peupler le board avec sa capacité, chercher en plus les unités qui nous intéressent en fonction des besoins, parce qu'on va pas forcément chercher la même chose en fonction de la situation sur le board. Donc très très intéressant, c'est gratuit, donc on prend. Donc c'est comme si on posait l'équivalent de 10 de ressources en payant que 7, c'est assez important. Et il est toujours présent parce qu'on en a besoin pour gérer une unité et peupler le board pour faire donner de la présence en spatial ou en terrestre. Ça reste une excellente unité comme Luc l'est en vigilance. Ouais. Je pense qu'avec Luc, c'était les deux meilleurs légendaires du 7-1. En tout cas, les plus prisés. On le voyait notamment en termes de prix. Les prix avaient explosé sur le Dark Vador. C'était très compliqué de se procurer. Aujourd'hui, c'est un peu plus accessible, mais ça reste une carte très très chère et très jouée malgré tout. Ouais. Bah ce qui est bien, c'est que c'est des personnages iconiques qu'ils ont réussi à bien équilibrer pour être vraiment ce qui représente dans les films. Donc, alors je vais faire juste une petite incartade en parlant de commandement aussi, parce que pour moi c'est important de parler des cartes signatures de chaque affinité, parce que c'est ça qui définit c'est la signature de ces affinités là. Donc commandement qui est un peu faible la plupart du temps, enfin qui est pas aussi puissante, impactante que peuvent être vigilance ou rusée, voire même qu'agressivité, qui est un peu plus lent du coup, qui permet soit de donner 2 jetons expérience à une unité, soit de faire qu'une de nos unités inflige ses points de dégâts à une autre unité mais non unique. C'est un peu le gros point faible de cette capacité. De mettre cet événement en tant que ressource, donc ça c'est assez classique en commandement, ou de renvoyer une unité de notre défausse dans notre main. C'est pas si nul que ça en soi, mais la plupart du temps, la plupart des decks de la méta nous laissent pas le temps de vraiment profiter de cette carte-là, c'est un peu dommage. J'espère que ça changera un petit peu à l'avenir, parce que c'est vraiment une carte que j'apprécie, que j'aime jouer plutôt en milieu fin de partie, pas forcément dans la courbe à 4 ressources, mais que j'aime bien voir parce que récupérer une carte de sa défausse ou booster une de nos unités, des fois c'est vraiment intéressant.
J'espère, Ouais, j'espère qu'on la verra. Je sais pas si c'est la plus faible des quatre, mais bon, c'est parmi les deux plus faibles des quatre, effectivement. ouais, ouais. On continue en agressivité. Ouais, ben on va tout d'abord parler de cartes signature de Sabine, j'ai envie de dire, pour le set 1 en tout Ouais. cas. Alors, Ouais. elles ont été utilisées dans plein d'autres decks ensuite, mais dans le Mm. set 1, c'était essentiellement utilisé avec Sabine. Donc, ben, l'unité Sabine elle-même, évidemment. Mm. Une des meilleures unités tour 1 du jeu. C'est la troisième fois, je pense, que je la présente sur la chaîne et à chaque fois je le dis. Mais je trouve ça exceptionnel d'avoir une 2-3, mais qui en plus, lorsqu'elle attaque, va pouvoir faire un petit ping avant d'attaquer sur l'unité que vous allez cibler. Donc potentiellement achever gratos une unité de votre adversaire pour laquelle il restait qu'un seul point de vie. Donc c'est très très fort. Et en plus, si ce petit dégât n'est pas nécessaire, vous pouvez le déporter sur une base. Il y a un autre effet dont on parle rarement, mais si parmi les autres unités que vous avez sur le terrain, il y a 3 affinités ou plus différentes, votre Sabine est inciblable par des attaques. C'est un truc qui ne sert pas souvent, mais ça peut être utile. Mais je pense que c'est même quelque chose qu'on ne fait pas attention quand on ne fait l'oublie, pas ouais, je attention. pense qu'on l'oublie souvent. Et je pense qu'il y a plein de situations où la Sabine se fait attaquer alors qu'elle devrait pas. Et, et c'est quelque chose que alors que je vis moi de temps en temps quand je joue sur Carabas, je fais mais pourquoi je peux pas aller l'attaquer, Oui, etc. effectivement. Et je fais J'ai mais le oui même- c'est vrai, j'ai le même problème. c'est vrai qu'elle a cette capacité là, mais qu'on ne prend absolument pas en compte quand on joue au jeu en physique. Et je pense que on sous-estime cette capacité là à bien des égards au moment où Ouais. on priorise nos actions. Il y a des choses à faire, je pense. Je continue avec le A-Wing. Donc, on a parlé d'unité terrestre qui était forte. Le A-Wing, ça reste une unité spatiale cette fois, très très agressive, avec ce Raid 2 qui transforme en 3-3 quand il attaque. Unité qu'on aime bien jouer tour 1 quand on joue Sabine, et qui va faire énormément de dégâts parce que si elle n'est pas gérée très vite, c'est 3 dégâts par tour, voire 4 si on en joue un Raid 3, voire 5 si on a mis un Wing Leader. Enfin, tellement de possibilités que ce A-Wing devienne vraiment une plaie pour l'adversaire, et qui fait que l'unité est toujours jouée actuellement. Je sais pas si elle sera remplacée avec la version du 7.4, mais en tout cas elle reste excellente. Elle reste excellente. Mhm. Bon, on continue ici sur cette page avec le Raider impitoyable. Donc là, c'est part toujours en spatial, mais on part en côté infamie avec cette unité-là qui va faire 2 dégâts sur la base et une unité quand elle arrive, 2 dégâts sur la base et sur une unité quand elle meurt, et en plus, elle a 4 d'attaque et 6 points de vie, donc elle va rester un peu sur le board. Pareil, une unité d'agression et de gestion qui est juste parfaite. Au niveau coût et au niveau stats, elle est excellente. Avec un excellent effet, ça échappe en plus à abattre le dragon, une carte dont on parlera tout à l'heure du set 2. Ouais, c'est ça, les 4-6 les 4-6 sont excellentes pour ces lignes de stats là. Ouais. C'est une carte qui a toujours été très forte, mais qui est encore plus puissante aujourd'hui avec le deck Django. C'est une carte qu'on voit absolument partout, qui est très très embêtante. Qui va, à mon sens, devenir encore meilleur avec le nouveau leader Throne du 7-4. Franchement, je mets une pièce sur ce pari-là. Enfin voilà. Ensuite, le chasseur fang de neutralisation. Alors c'est une carte qui était éditée tout d'abord dans le set 1 et qui a quasiment jamais été jouée dans le set 1 parce que c'est une carte qui vous permet de détruire une amélioration. Et lors du set 1, on jouait assez peu d'améliorations finalement. De temps en temps, un sable laser Jedi ou sable laser déchu, mais à part ça, on jouait très très peu d'améliorations. Par contre, à partir du set 2, c'est devenu très très puissant, notamment avec les decks qui jouaient sur les primes, qui sont des améliorations que l'adversaire met sur vos propres unités pour obtenir des bonus quand il se débarrasse de vos unités. Et donc le chasseur fang est devenu une carte de side deck par excellence. Rarement jouée en main deck, mais par contre, dans tous les side decks agression, elle y était forcément. Elle est encore jouée aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, parce que les gens jouent un peu moins autour des primes. Mais elle est toujours jouée aujourd'hui, elle reste toujours très 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 intéressante parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui vous permettent de vous débarrasser des améliorations justement. Et c'est une des meilleures dans cette discipline-là. Et elle va réapparaître fatalement avec le 7.4, avec tous les pilotes. Donc oui. Voilà, si vous n'en avez pas, il faut courir en récupérer. On vous rassure, c'est une commune, vous devriez pas avoir de mal à la trouver. Pas trop de soucis, pas trop de soucis. Surtout qu'elle a été éditée à 2 sets, je l'ai oui, mais il y a... 2 la rééditée en plus. Elle est présente sur plusieurs sets, ouais. On passe sur le côté événement avec étranglement de force. Donc pour 2, on peut coller 5 dégâts à une unité non véhicule, voire 1 si on contrôle l'unité force, avec le désavantage de faire piocher l'adversaire d'une carte.
mais ça reste très 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 fort puisque on a au mieux ralenti l'adversaire en lui gérant une unité souvent puissante, d'autant plus d'autant plus avec comment ça s'appelle, avec DJ ou Tech, qui sont des unités qu'on ne veut pas avoir trop longtemps sur le board. Ben, on a un moyen de les gérer très très peu coûteux. Ouais. Si vous avez une unité forte sur le terrain. Ouais, surtout si. Ouais. Et ça reste une carte qu'on voit encore de manière un peu moins intense que précédemment, mais qu'on voit encore typiquement pour contrer ce genre d'unités qui sont enquiquinantes et dont on doit avoir une réponse rapide et peu chère. Ensuite, projection de force, je l'ai teasé quelques fois déjà au cours de ce début de vidéo. C'est parce que c'est une carte qui fonctionne exclusivement autour des unités qui ont le mot-clé force. Donc, lorsque vous la jouez, vous demandez à votre adversaire la plupart du temps de défausser une carte de sa main. C'est lui qui l'a choisi. Et si vous détenez une unité force sur le terrain, vous allez infliger le coût de la carte défaussée en dégâts à une unité de votre choix. C'est quelque chose que vous pouvez également faire sur vous-même. Donc vous pouvez tout à fait choisir une grosse unité de votre main par exemple, la défausser et infliger justement ce coût de 7, 8 ou 9, peu importe, à une unité de votre choix, dont un leader. Donc ça peut faire tomber des leaders directement, voire vider la main de votre adversaire en plus d'éliminer ses unités. Donc c'est une carte extrêmement forte, particulièrement jouée avec les decks héroïsme, vigilance, agressivité. C'est là-dedans qu'on l'a essentiellement vu, mais ça reste une carte hyper forte dans tous les autres decks qui jouent avec des unités force. Clairement, et on va continuer à la voir hein, parce que le 7-3 avait rapporté de nouvelles unités force et je pense qu'on la verra au 7-5 aussi revenir. J'ai pas d'inquiétude. Ensuite, K2SO. Alors on va rester sur une carte justement qui permet de vider la main de votre adversaire. En tout cas moi c'est comme ça que j'aime la jouer particulièrement. Donc c'est une 4-4 pour 4 avec débordement, donc c'est déjà très très fort, notamment dans les decks agressifs comme Sabine. Mais en plus, et c'est surtout ça qui est assez intéressant avec K2SO, lorsqu'il est éliminé, vous pouvez soit infliger directement 3 dégâts à la base de votre adversaire, donc pour accélérer la partie, ou carrément pour la terminer éventuellement. Soit faire défausser une carte de votre adversaire. C'est à nouveau lui qui l'a choisi, mais malgré tout, si vous défaussez régulièrement les cartes de sa main, ça va vous donner un net avantage forcément sur la partie. Donc très très bonne carte, joué depuis le 7-1, il n'a jamais perdu de sa superbe, il est toujours joué aujourd'hui. Vraiment, j'aime beaucoup K2SO. Ouais, bah c'est des dégâts indirects entre guillemets, hein, des dégâts qu'on peut faire sans passer par des unités quand il est éliminé. Donc c'est excellent et ça rebondit pour une cause dans laquelle je crois. Donc un événement héroïsme qui permet du coup d'infliger jusqu'à 4 dégâts puisqu'on va regarder les 4 premières cartes de notre deck. Si pour chaque carte héroïsme on va faire un dégât à une base et on peut les réordonner dans l'ordre de notre choix, voire les défausser. Donc c'est à la fois des dégâts à distance et la sélection de cartes qui nous permet typiquement de trouver la carte qui va terminer la partie au tour suivant. Donc une très très bonne carte qui est toujours jouée dans les decks Sabine pour finir les parties, qui dure un petit peu parce qu'on s'est fait gérer le board. On a toujours cette porte de sortie pour mettre les dégâts restants. Ouais. Dans les légendaires. Alors on va parler du coup de la carte agressivité signature. Donc toujours pareil, 2 options parmi 4. Piocher une carte, éliminer jusqu'à 2 améliorations, redresser une unité de puissance 3 ou moins, ou infliger 4 dégâts à une unité. Donc on a un peu de gestion, on a un petit peu d'accélération de dégâts avec ce redressement d'unité, un peu de pioche et un peu de gestion d'amélioration. On utilise beaucoup plus souvent les 4 dégâts, et ça va vraiment dépendre du deck qu'on joue pour le reste de la deuxième option. Cette carte-là, on la voit vraiment popper de temps en temps dans des decks double agression. On la joue rarement pour 6, enfin je l'ai jamais vu jouer pour 6. C'est vraiment dans des decks double agression qui sont souvent des decks qui ne demandent pas beaucoup de ressources, de développement de beaucoup de ressources, donc plutôt dans des decks avec des leaders qui sortent tôt comme Kylo. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? Grand Inquisiteur aussi, mais là c'est un petit peu plus late game, mais qui va Sabine, un double rouge aussi. Ouais, Sabine aussi. Du Bosque double rouge, ça commence à sortir de plus en plus. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas les options. En fait, on n'a jamais vraiment 2 bons choix d'options, alors que dans Vigilance ou dans Rusé, on a toujours 2 bons choix d'options, voire on voudrait en faire 3. Là, malheureusement, c'est voilà, on n'est jamais très content de ce qu'on fait en deuxième option.
Donc bon, c'est pas la plus forte. Alors on verra si avec, dans l'avenir il y aura plus de possibilités de faire ça. Moi je vois que redresser une unité de puissance 3 ou moins, ça peut être intéressant si on a un petit pilote à rajouter ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Une C'est fois vrai. qu'on a, Mhm. bon, on verra ce que ça peut donner. Ouais. Je sais pas si t'as d'autres choses à ajouter sur cette carte. Non, non, Non? c'est bon. Bon, ben, En fait. on va continuer sur la ruse, du coup. Ouais, alors je vais vous parler tout d'abord de Leia Organa, qui est une carte qui a quand même beaucoup été jouée au 7-1, qui a un peu été boudée depuis, je trouve, injustement. On la voit beaucoup moins, c'est assez rare finalement, mais pourtant je la trouve vraiment très très forte. Parce que lorsque vous la jouez, vous pouvez directement incliner l'unité de votre adversaire. Mm, N'importe laquelle, même son leader. mm, Donc ça peut vraiment être joué comme un événement pour vous faire gagner un peu de temps et un peu de tempo. En plus de ça, elle a comme haute possibilité à vous offrir de redresser une de vos ressources pour pouvoir jouer plus de cartes ce tour-là. C'est peut-être l'option qu'on va jouer le moins souvent, mm, mais ça reste dans certaines situations intéressant. Maintenant, voilà, c'est clairement plus une des meilleures cartes à jouer aujourd'hui, mais mm, en début de 7-1, en tout cas, elle a été énormément jouée. mm. Bah, elle a le défaut de coûter quelque chose, alors que voilà, on a Bamboozle qui est un événement qui permet de faire le même effet sans dépenser de ressources potentiellement. Mais à contrario, on a une unité de plus sur le terrain. Donc, bon, bah Ah. il y a des choix à faire. Mais moi, c'est vrai que c'est une unité que j'aime bien voir Je avoir la en trouve main. particulièrement forte avec renfort de Wing, personnellement. Ouais, ça fait une bonne On va dire que, surprise, ouais. ouais, Une bonne surprise à deux qui vient incliner et ralentir l'adversaire. Ouais. Ouais, je suis ouais. d'accord. On continue avec Ezra Bridger, donc pour 3, une 3-4, qui permet, quand elle termine une attaque, donc qu'il ait survécu, de regarder la carte du dessus de son deck et de pouvoir la jouer, la défausser ou la laisser sur votre deck. Donc c'est la carte, la sélection de cartes, voire une carte supplémentaire si la carte est intéressante et qu'on veut la jouer immédiatement. Il fait un peu tout et il a le trait force rebelle, donc c'est une très bonne unité qui a été un petit peu remplacée parce que ses statistiques sont un peu faibles par rapport à d'autres unités dans le même slot de coup, euh, mais qui peut quand même faire la différence dans les contre certains types de decks. Donc les decks contrôle qui nous laissent pas vraiment le temps de nous développer, ben Ezra nous permet de gagner un petit peu de cartes ou voir simplement de sélectionner les cartes qu'on veut avoir sur le dessus de notre deck si elles sont pas intéressantes à ce moment-là. Ouais, effectivement. Côté infamie cette fois, on va parler du défenseur de la 7ème flotte. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est une 3-2 pour 3 pardon, qui est protégée, donc qui va pouvoir faire 6 dégâts avant de mourir, quoi qu'il arrive. C'est quand même très puissant. Le seul petit défaut, c'est ses 2 points de vie, mais heureusement, parce que sinon, il serait vraiment ingérable. Qu'on voit dans tous les decks ruses et infamie, parce que c'est une plaie à gérer si on n'a pas la réponse adaptée, Ouais, et qu'on va voir encore très longtemps, je pense, tant que le 7-1 est jouable, en fait, je pense. ouais, tout à fait. Ouais. Ensuite, Bosque, donc c'est une unité embuscade, une des plus célèbres, je pense, une des plus jouées aujourd'hui. Une 4-5 pour 5, donc ses statistiques pour 5, je trouve, sont un peu faibles. Frapper à 4, ça pourrait être, par exemple, frapper à 5. Mm. Maintenant, elle a quand même comme gros avantage d'avoir 5 points de vie et donc de survivre à la plupart de ses embuscades au moment où vous la jouez. Mais par contre, ce qui est surtout intéressant, c'est que lorsqu'elle est sur le terrain, dès que vous jouez un événement, vous avez la possibilité d'infliger 2 dégâts à n'importe quelle unité de votre adversaire. C'est notamment hyper fort avec Barrage Dévastateur. Si vous jouez Barrage Dévastateur sur Bosque, c'est 8 dégâts garantis que vous pouvez répartir sur les unités de votre adversaire et donc nettoyer le terrain, hein, pour ainsi dire. C'est très fort avec McClunky aussi, dont on va parler plus tard. Donc Bosque, ça reste une très très bonne carte, même si ses stats sont peut-être un tout petit peu faibles pour un coup de 5. Mais malgré tout, voilà, ça reste très joué. Non, ça reste joué, et ça combat aussi avec Django maintenant, donc Ouais. il y a des versions très très enquiquinantes avec cette carte. Alors toujours sur les Cohen Co. Alors, on va commencer par Grido, qui pendant 2 sets était probablement l'unité au coup de 1 qui était la meilleure du jeu, je trouve, personnellement. Parce que pour seulement 1, elle avait 3 d'attaque, seulement 1 de point de vie, mais jusqu'à la fin du set 2, c'était pas trop un problème, ça. Et en plus, lorsqu'elle est éliminée, vous pouvez
Alors c'est un peu une loterie, hein, mais vous pouvez défausser la première carte de votre deck, et si ce n'est pas une unité, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre de votre adversaire, et donc potentiellement infliger jusqu'à 5 dégâts au moment de son décès à une unité adverse. Donc c'était très très fort, ça permettait de mettre de grosses patates dans la base dès le début de la partie. C'est une carte qui a vraiment perdu de sa superbe au 7-3 parce qu'on est entré dans une ère du ping avec beaucoup de cartes et beaucoup de leaders qui vont infliger des petits dégâts par-ci par-là à des unités adverses, et donc Grido reste très 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 rarement sur le terrain. Souvent il est sur le terrain, il a même pas le temps d'attaquer, qu'il est déjà détruit à cause d'un ping malheureusement, mais pendant 2-7 c'était une très 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 bonne carte. On le voit encore un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup moins. Ouais, qu'on voit de temps en temps, mais c'est vrai qu'on le voit moins. Videur de la Cantina, donc une carte double ruse, 3-5, et quand on le joue, on peut renvoyer une carte non leader, une unité non leader dans la main de son propriétaire. Bon, c'est du boons, voilà, on retrouve un guet-apens sur patte. On sait à quel point le renvoi en main dans Star Wars c'est fort, ça fait perdre du temps, ça fait perdre des ressources. Et là, le fait d'avoir une carte unité qui est en jeu, c'est une menace de plus à gérer, donc il y a pas grand chose à dire, quoi. Ouais, en plus, hein, 3-5. Ouais, en plus, c'est très intéressant. Les statistiques sont correctes. On l'a détesté dans les decks Boba double jaune, on le déteste aujourd'hui dans le Han double jaune. C'est une carte très embêtante. Non, clairement. Non, bon, après, oui, c'est un rôle de videur, quoi. Il est pas là pour te faciliter la vie, quoi. Toujours sur les rats, enfin les co et co, on va avoir mort il ne sert à rien, donc un événement qui permet d'incliner une unité pour 2 tours, leader y compris, donc beaucoup de versatilité dans le choix de la carte qu'on va incliner. Ça permet de stopper des combos, typiquement la combo Han. Ça permet de ralentir une unité que l'adversaire pensait pouvoir finir la base avec, ou des choses comme ça, donc excellent, il n'y a pas grand chose à dire. Guet-apens, pareil, il n'y a pas grand chose à dire, notamment vu qu'on vient de parler du leader, mais c'est l'événement de Bones par excellence, hein, c'est ce qui va vous permettre de renvoyer une unité de l'adversaire dans sa main. On l'a pas dit, mais en plus si l'unité est améliorée, toutes les améliorations c'est directement à la poubelle, on n'en parle plus. Donc voilà, ça reste une carte très utile dans beaucoup de situations, qui est énormément jouée encore aujourd'hui. Qui a certaines alternatives, mais voilà, là, elle rentre dans à peu près tous les decks jeux. De toute façon. Ouais, clairement, on en a toujours besoin, à un moment ou à un autre. On passe sur les rares avec Étincelle de Rébellion, donc c'est la carte qui donne son nom au set 1, et qui fait plaisir de voir encore jouer et jouer beaucoup. Donc une carte qui permet de regarder la main et de défausser une carte de l'adversaire. Donc on prend l'information, on lui retire la carte qui pourrait potentiellement jouer ce tour-là ou qui nous embête le plus. Ça nous a coûté 2 ressources et une carte, on a défaussé une carte, mais on a potentiellement gagné un tour entier. Donc c'est excellent. Ça joue à toutes les étapes de la partie. C'est une carte qu'on a toujours envie d'avoir à un moment ou à un autre, en tout cas qu'on garde en main pour la jouer au bon moment. Pas grand chose d'autre à dire que et en plus, c'est ce que je veux dire est complètement anecdotique aujourd'hui lorsqu'on tourne cette vidéo, mais à mon sens ça ne le sera plus bientôt. Elle a le trait spectre. Mon petit doigt me dit que Hera Syndulla, qui est un leader qui tourne autour des spectres, va vraiment être beaucoup plus joué au 7-4. Je le vois vraiment venir à des kilomètres. Donc je pense que voilà, cette carte aura toute sa place dans ce deck là justement. Ouais, tout à fait. Ouais. Ensuite, je voulais vous parler de 2 unités que je trouve particulièrement fortes, justement dans l'affinité ruse. Han Solo, tout d'abord, qui est une unité qui personnellement me fait extrêmement peur parce que c'est une 6-6 embuscade qui, lorsqu'elle détruit l'unité de l'adversaire en l'attaquant, ne se prend aucun dégât en retour. Ouais. Donc c'est une unité qui va vraiment venir vous chercher à peu près n'importe quoi. Le détruire instantanément et rester là et rester une menace constante sur votre terrain. J'ai toujours peur vraiment qu'un Han Solo ou n'importe quel autre deck qui joue dans la ruse héroïsme le sorte. C'est d'autant plus fort avec Boba Daimyo, on le voit pas souvent, mais ça veut dire qu'avec Boba il peut faire une embuscade à 7 directement grâce à l'effet de Boba. Enfin bref, c'est une unité que je redoute, et si je la redoute je pense que c'est parce qu'elle est forte justement.
Ensuite, le Fire Spray de Fett, ça c'est une carte qu'on a beaucoup plus vue, autant dans les decks Boba Fett du set 1 et 2, enfin pas le Boba Fett du set 2, mais vous m'avez compris, je veux dire le Boba Fett du set 1 avant qu'il soit banni, c'est ça que je veux dire. Mais aussi dans les decks Django aujourd'hui. C'est une unité qui a des statistiques de fou, qui arrive directement redressée si vous jouez ces leaders-là, justement, Boba et Django. Et qui en plus, alors c'est très situationnel, mais a une petite action supplémentaire qui pour 2 vous permet d'incliner une unité non unique. C'est situationnel parce qu'on joue beaucoup autour des unités uniques, mais malgré tout ça peut avoir un petit intérêt supplémentaire. Ça arrive sur le terrain, ça vient terminer des games, enfin c'est dur à gérer. C'est vraiment dur à gérer. Les 5 points de vie et les 5 points de dégâts qu'il va mettre le tour où il arrive en jeu, faut être prêt quoi. Faut être prêt. Et oui, comme tu dis, c'est encore joué avec le leader Fett, enfin Django Fett, donc ça reste fort. Et potentiellement 7-4, le petit Boba pilote qui pourra en profiter. Ouais. Ah c'est sûr, c'est sûr. Côté légendaire cette fois. Alors on a l'équivalent justement du Fire Spray, c'est le Faucon Millennium, c'est l'équivalent héroïsme parce que c'est aussi une unité qui arrive redressée. Alors là pour le coup elle arrive systématiquement redressée, quel que soit le leader que vous jouez. Petite contrepartie par contre, si vous la gardez sur le terrain, vous êtes obligé de payer une ressource qui sera déjà inclinée au début du tour suivant, donc ça c'est la contrepartie, mais malgré tout elle rentre dans tous les decks ruse héroïsme, ça vous permet soit d'agresser la base dès le début lorsque vous la sortez, soit de faire des trades positifs parce qu'elle a quand même 3 d'attaque et 4 de points de vie, donc elle va survivre à énormément de choses. C'est une carte qui en plus vous avez la possibilité de la renvoyer dans votre main si vous le souhaitez. Ça peut être utile dans certaines situations. Voilà, c'est encore extrêmement joué aujourd'hui et je pense que ça le sera pendant longtemps jusqu'à la fin de cette première rotation. Ouais, je pense aussi, ouais. On va parler de Boba Fett aussi, une carte légendaire, unité 3-5 pour 3, il n'y en avait pas beaucoup dans le set 1, donc elle détonnait un petit peu grâce à ses statistiques. Et en attaque, si on attaque une unité qui n'est pas arrivée à cleaner ce tour-ci, on peut infliger 3 dégâts de plus au défenseur. Donc potentiellement, comme un peu l'effet de Sabine, détruire l'unité avant même que les échanges de dégâts se fassent. C'était très fort au 7-1 puisque la règle voulait que les leaders étaient toujours en jeu et donc quand ils étaient déployés, ils étaient déjà en jeu et donc l'effet de Boba Fett pouvait avoir lieu. Ça a été revu au moment du 7-2. Donc au 7-1 il brillait, Boba Fett brillait réellement. Ouais, vraiment. Aujourd'hui c'est un peu plus situationnel même si on le voit encore réaliser son effet de manière bénéfique. Les joueurs aussi ont un peu appris à jouer autour, mais ça reste une très bonne unité qui est pègre en plus ses chasseurs de primes, donc des bons traits aussi pour le côté off-M. Je suis étonné d'ailleurs qu'on ne le voit pas plus dans les decks Django, honnêtement, parce que Django peut forcer l'inclinaison des unités de l'adversaire, donc ça combat extrêmement bien. Après Django a pas une vision contrôle, donc Boba Fett a moins sa place. C'est vraiment le but, c'est de faire des dégâts dans la base, pas de gérer les unités adverses. Sauf quand on joue Django commandement comme moi. Ah oui, bien sûr, non mais voilà, c'est dans des builds un peu particuliers. Si on joue pas à agressivité, effectivement. Rusé, la signature du coup de l'affinité rusée, on choisit deux options parmi 4, renvoyer une carte une unité dans la main de son propriétaire dont la puissance est de 4 ou moins, donner plus 4 plus 0 le meilleur boost du jeu à une de ces unités, incliner jusqu'à 2 unités ou un adversaire défausse une carte de sa main prise au hasard. Et là, en fait, tout est fort. Là, il y a aucune option qui est encore vigilance. Voilà, le bouclier, on se dit, de temps en temps, c'est nul. Là, peu importe l'option, elles sont toutes fortes. Elles font gagner énormément de temps. Elles font gagner de la puissance, donc de l'agressivité supplémentaire. Elles peuvent gérer la main. Enfin, c'est tellement de belles options. Par contre, celle-ci, on veut la jouer pour 4 parce qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Donc on veut vraiment la jouer dans des doubles affinités ruses. Je l'ai pas vu jouer autre part et ça se comprend. Ouais, rien à ajouter. Ouais, ça marche. On va terminer avec les héroïsmes infamie et neutres. Donc sur héroïsme, on a R2D2, donc un petit droïde qui paye pas de mine. Au début, je pensais vraiment qu'il serait pas joué, mais on le voit assez souvent. Donc pour 1, on a un 4, donc des bonnes stats. Rebelle et droïde, et une fois joué en attaque, on fait la carte du dessus de son deck et on peut décider de la mettre sous le deck. Donc faire de la sélection de cartes, c'est bien.
déjà la sélection de cartes c'est toujours bien dans un jeu de cartes, ça nous permet de récupérer celles dont on a besoin un peu plus rapidement. Et mine de rien, les statistiques qui permettent d'aller finir des unités. Si on arrive à le booster avec le chef d'escadrille qui est juste à côté, ça nous permet d'avoir une unité un peu plus puissante. Et il a il remplit un peu les tours un peu à vide où on n'a pas exactement les cartes qu'il faut. Et une ressource c'est pas grand chose pour jouer cette unité là. Donc, Et c'est une carte qui brille particulièrement depuis qu'Anakin est sorti, le leader Anakin. Oui, parce que ça permet d'attaquer à 3 avec le 2, tout simplement. C'est ça, et d'avoir 4 points de vie pour survivre et pouvoir refaire une attaque plus tard, quoi. Non, mais c'est très 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 sympa. Ensuite, les chefs d'escadrille et lieutenant de flotte, alors je les mets un petit peu dans le même panier parce qu'ils ont tous les deux un peu la même logique, c'est-à-dire de booster les attaques de vos unités rebelles, justement. Le lieutenant de flotte, lui, ça va être une attaque directe instantanée que vous allez faire à +2, tandis que le chef d'escadrille, ça vous permet de donner 2 jetons d'expérience. Donc le chef d'escadrille est un peu plus lent, un peu plus risqué à jouer, parce que potentiellement l'unité que vous allez booster avec les 2 jetons d'expérience vont peut-être être gérée instantanément. Malgré tout, si vous arrivez à garder cette unité sur le terrain, c'est une unité qui va frapper potentiellement 2 fois avec à +2, contrairement au lieutenant de flotte. Voilà, ces 2 cartes qui ont été énormément jouées dans les decks Sabine, qui sont toujours énormément jouées dans les decks Sabine. C'est ça, qui sont toujours jouées, c'est ça qui est bien, ouais. C'est très très agressif comme carte. Voilà. Ouais, des très bonnes cartes. Côté infamie. Ensuite, alors je vais vous parler du garde du bloc de détention. C'est une carte qu'on ne voit plus depuis le set 2, pour ainsi dire. De temps en temps, mais c'est très 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 rare. C'était une des meilleures unités sentinelles en fait lors du set 1, parce que c'était une 3-3 pour 3, c'était vraiment excellent. Vous pouviez l'invoquer gratuitement avec Vador en plus. C'était essentiellement comme ça que c'était joué à l'époque. Depuis, le set 2 est passé par là et l'a remplacé par le Dark Trooper de phase 3 plutôt. Maintenant, de temps en temps, certains joueurs continuent à le garder, mais je voulais quand même lui remettre une petite médaille pour son utilité lors du set 1 justement. Non mais clairement, surtout quand on combine avec le TIE Advance qui est à côté, donc une unité spatiale qui permettait de rajouter 2 jetons d'expérience à une unité impériale, donc un peu comme le chef d'escadrille côté rebelle, et qui permettait soit de booster une sentinelle, soit de booster n'importe quelle unité impériale intéressante pour la rendre hors de portée de l'agression adverse, ou justement la rendre intéressante pour faire du contrôle ou agresser. Donc on retrouve la même logique, un peu moins jouée parce qu'il y avait déjà elle coûte un peu plus cher et il y avait moins de bonnes cibles. Mais sur le set 1, il y avait des choses intéressantes à faire avec un Tarkin pour faire des gros boosts sur des unités. C'était quand même sympathique. Même au set 2, je pense au TIE Phantom Rodant, fameuse unité spatiale dont vous ne pouvez pas vous débarrasser à moins de la bouncer. Si vous la boostez avec un TIE Advance en lui mettant des jetons expérience, ça devient une unité complètement incontrôlable que vous pouvez très difficilement détruire au combat également. Enfin, ça permettait de faire des petites combos sympathiques, effectivement. Ouais. Et on la voit encore de temps en temps sortir souvent du side, mais on la voit de temps en temps. Ouais. Et voilà les amis, on a terminé cette petite rétrospective de la partie 1, c'est-à-dire le set 1 de Star Wars Unlimited. Alors comme vous l'avez vu, la vidéo est déjà très 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 longue, donc on va vous donner rendez-vous très très prochainement dans une partie 2 qui reviendra sur les sets 2 et 3 justement. On va rester sur cette même logique de vous montrer toutes les cartes justement qui ont été soit qui ont été fortes, soit qui sont fortes à ce jour, en ciblant certaines cartes de notre choix dont on a envie de parler un peu plus. Malgré tout, toutes les cartes que vous avez vues dans cette vidéo restent très intéressantes à jouer, même celles dont on n'a pas parlé. Donc n'hésitez pas à vous les procurer, en tout cas pour celles qui vous intéressent, si vous ne les avez pas déjà. Et voilà, on vous dit rendez-vous très très bientôt pour la suite avec l'ombre de la galaxie et Twilight of the Republic. Ça marche. À bientôt. À très bientôt.